La journée a été terrible pour le jeune Bibulus Flaccus. Il vient de perdre tout son argent au dé et, après quelques verres de trop de Posca de qualité inférieure, il a reçu le choc de sa vie dans les toilettes publiques sales et puantes. Alors qu'il se soulageait, un rat porteur de maladie lui a mordu le derrière et, à son grand étonnement, des flammes sont sorties par le trou. Comme si cela ne suffisait pas, dans quelques semaines, il devra se battre comme gladiateur pour essayer de rembourser ses dettes. Bibulus Flaccus n'a pas eu la vie facile, et comme vous le verrez aujourd'hui, c'est aussi le cas de nombreux Romains. C'est pourquoi nous doutons que vous, les gens d'aujourd'hui, auriez fait long feu dans l'Empire. Monsieur Flaccus est un personnage que nous avons inventé, mais sa journée de galère est basée sur une histoire vraie. Par exemple, la Posca était une boisson alcoolisée très bon marché à base d'eau, de vinaigre, d'herbes et de sel. Un pauvre Romain aurait pu perdre beaucoup d'argent après en avoir avalé une cruche et avoir joué au dé, un jeu de paris populaire. Il aurait également pu envisager de rembourser ses dettes en se battant dans l'arène des gladiateurs. Nous avons également mentionné le fait qu'il se vidait les intestins dans des toilettes plutôt dangereuses et dégoûtantes. Nous allons donc parler un peu plus de l'hygiène, ou de son absence, dans l'Empire romain, avant d'aborder la question de la lutte pour la vie et de l'épreuve terrifiante de l'enfance romaine. Les Romains étaient assez avancés en termes d'hygiène, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maladies répandues et de saleté omniprésentes. C'est pourquoi certains historiens affirment que les murs des latrines publiques étaient souvent ornés de graffitis en rapport avec Fortuna, la déesse de la chance. Et lorsque vous vous débarrassiez de votre fardeau, vous n'aviez pas beaucoup d'intimité. Les Romains les plus riches disposaient de salles de bain privées équipées de la plomberie, de sorte que ce qu'ils évacuaient de leur corps descendait dans le trou d'un réseau d'égouts. Pour eux, l'idée même d'utiliser des toilettes publiques sales leur donnait envie de vomir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous classer parmi les travailleurs ordinaires de Rome, les plébéiens, ceux qui n'avaient pas de salle de bain. À la maison, vous pouviez faire l'acte dans un pot de chambre et en emporter le contenu dans les égouts, mais beaucoup de gens ordinaires se rendaient aux toilettes publiques où ils devaient probablement s'asseoir au-dessus d'un trou avec beaucoup d'autres personnes à côté d'eux en train de faire caca. Leur toge cachait peut-être leurs parties intimes, mais rien ne pouvait cacher le bruit et l'odeur. Ensuite, il y avait les rats qui se reproduisaient autour des latrines. Ils propageaient des maladies et, comme si cela ne suffisait pas, l'accumulation de méthane pouvait parfois provoquer des incendies, d'après le livre Death and Disease in Ancient Rome. La situation était aggravée par le fait que certaines personnes jetaient simplement le contenu de leur pot de chambre dans la rue. Cela aggravait le problème déjà important des maladies. Pire encore, les malades se baignaient dans les bains publics avec les personnes en bonne santé, si bien qu'il n'était pas difficile de tomber malade à Rome. Ils utilisaient peut-être un grattoir pour enlever la saleté lorsqu'ils se baignaient et appliquaient également des huiles d'olive parfumées, mais ils n'avaient pas de savon. Cela facilitait également la propagation des maladies. Une bonne chose qu'ils faisaient cependant, c'était de ne pas toucher à leurs propres excréments. Pour s'essuyer les fesses, ils utilisaient souvent une éponge de mer attachée à un bâton qu'ils laissaient près des toilettes dans un petit ruisseau artificiel. Ces choses, appelées tersorium, étaient partagées par tout le monde. C'est un peu comme ça que ça se passe. L'Empire romain a duré plus de 1000 ans, et bien sûr, certains endroits étaient plus sales que d'autres. Mais en général, si nous vous y renvoyons aujourd'hui, la majorité d'entre vous auraient des problèmes pour faire caca et se laver. Même les élites romaines devraient être extrêmement désespérées pour utiliser le bog, comme l'appellent les Britanniques. Les femmes libres n'utilisaient généralement pas les toilettes publiques, et même si une esclave devait s'y soulager, elle courait le risque d'être agressée, ce qui nous amène à la criminalité. Nous entendons rarement parler des rues de la Rome antique, où les gens ordinaires vivaient et travaillaient. Ces rues n'étaient pas un endroit où l'on voulait se trouver après la tombée de la nuit. Si vous viviez dans une ville, il y avait des bidonvilles. Et même si vous ne viviez pas dans un projet de la Rome antique, vous étiez peut-être logé avec d'autres familles dans un complexe d'appartements de style antique plutôt bondé. Nous connaissons un peu ces quartiers grâce au poète romain Juvénal, qui n'avait pas grand-chose à dire sur les quartiers pauvres de Rome. Il plaisantait sur le fait de marcher dans les rues sombres la nuit, disant que l'un des nombreux dangers était que quelqu'un jette un pot de chambre rempli de détritus humains par une fenêtre et qu'il atterrisse sur votre tête. Selon ses propres termes, il disait «
Il y a de la mort dans chaque fenêtre ouverte lorsque vous passez la nuit. Vous pourriez bien être considéré comme un imbécile, à l'abri d'un accident soudain, si vous sortez dîner sans avoir fait votre testament. De nombreuses personnes pauvres vivaient dans de petites pièces situées dans de grands bâtiments appelés insulas, c'est-à-dire îles. Ces bâtiments faisaient parfois 30 mètres de haut, si bien qu'il n'était pas très amusant de se promener en dessous la nuit. Un homme qui vivait dans l'un de ces bâtiments a écrit qu'ils étaient si proches les uns des autres qu'ils pouvaient se pencher par la fenêtre et serrer la main de l'habitant du bâtiment voisin. En général, moins on avait d'argent, plus on vivait en hauteur à cause des dangers que cela représentait. Les habitants de ces immeubles n'étaient pas vraiment en sécurité. Un incendie était souvent synonyme de mort en masse. L'homme d'État romain Cicéron a dit un jour en plaisantant « 2 de mes immeubles se sont écroulés et les autres ont de grandes fissures. » Non seulement les locataires, mais même les souris ont déménagé. Ce n'était pas une plaisanterie pour les locataires, bien sûr. Il y avait beaucoup d'immeubles surpeuplés et en ruine. Et comme les habitants cuisinaient dans de petites boîtes en métal dans leurs chambres, il y avait beaucoup d'incendies mortels dans les immeubles. En cas d'incendie, tout ce que vous possédiez disparaissait. Les pauvres ne pouvaient pas s'offrir d'assurance, c'était un luxe réservé aux riches. Un historien moderne a écrit à propos de ce qui arrivait aux pauvres en cas d'incendie. Vous étiez livrés à vous-même. Au mieux, vous pouviez espérer l'aide d'amis ou de parents, ou peut-être d'un riche mécène. Il a ajouté qu'il n'existait aucune forme de banque pour ces personnes, ce qui signifie que lorsque la situation devenait désastreuse, elles étaient vraiment dans l'embarras. Mais dans ces sombres labyrinthes de rues, il y avait plus à craindre que les chutes de caca et les normes de sécurité douteuses. Une personne riche ne se déplaçait pas dans les rues la nuit, et si elle devait vraiment le faire, vous pouvez être sûr qu'elle aurait ce que Juvénal appelait une longue suite de serviteurs. C'est parce qu'il y a beaucoup d'agresseurs qui rôdent dans l'obscurité. Cela signifiait également que le citoyen moyen devait se préoccuper d'autre chose que des agresseurs. Parfois, les riches se promenaient dans les rues et leur escorte armée vous tabassait juste pour le plaisir, ou surtout si vous vous étiez mis en travers de leur chemin. L'historien Suétone a écrit que l'empereur Néron faisait cela alors qu'il était déguisé en roturier, portant un chapeau et une perruque, et qu'il blessait ceux qui se défendaient et les jetait dans les égouts. C'était en fait assez charitable pour le sadique Néron. Il y avait des gardiens, appelés vigiles, mais ils se concentraient principalement sur les incendies. En général, lorsqu'il s'agit de conserver ses objets de valeur ou sa vie, on prend un risque en sortant la nuit. Néanmoins, il existait des lois, telles qu'elles sont écrites dans le livre de la loi civile, Codex Iuris Civilis. Si vous choisissiez la vie de voyou dans la Rome antique, vous pouviez vous retrouver devant un tribunal et l'issue pouvait être brutale. Mais n'oubliez pas que les formes de justice ont évolué au fil des siècles. Il existe des cas documentés où des voyous pensaient pouvoir s'en tirer à bon compte. Dans un cas, un homme s'est introduit dans un magasin et a éteint la lampe pour voler quelque chose. Le commerçant, probablement un ancien personnage de Charles Bronson, n'en a pas voulu, même si le voleur était armé d'une corde à laquelle était relié un morceau de métal. Ils se sont battus dans la rue et le voleur a reçu une bonne correction et a perdu un œil. L'affaire a été portée devant les tribunaux et il a été décidé que l'homme avait tout à fait le droit de prendre cet œil. L'affaire est close. Mais imaginons que vous viviez dans l'un de ces endroits paumés et qu'un jour, vous décidiez de vous lever et de vous battre pour vos droits en protestant contre une récente augmentation d'impôts. Les augmentations d'impôts étaient courantes. Ces campagnes militaires n'étaient pas bon marché. Et il est prouvé que les augmentations d'impôts ont non seulement ruiné les gens ordinaires, mais aussi poussé certains d'entre eux à la famine. Bien sûr, vous vous êtes battus. D'ailleurs, il y avait de temps en temps des grèves générales à Rome lorsque la plèbe était virtuellement affamée. Ces grèves étaient appelées secessio plebis et étaient parfois assorties d'une menace de fouet ou de mort. D'autres fois, il y a eu de véritables réformes et les élites ont cédé plus de pouvoir au peuple. Mais imaginons que vous participiez à une manifestation à Rome qui se transforme en émeute et échappe à tout contrôle. L'empereur s'entoure de sa garde prétorienne et les gardes romains ordinaires sont envoyés dans les rues pour disperser les foules et arrêter les meneurs. Même si tu n'es pas un esclave, ton arrestation te réserve de gros ennuis. En effet, tu n'as qu'une maigre fortune et,
Comme ton statut social n'est pas élevé, tu seras moins bien traité par les tribunaux. C'est ainsi que les choses se passaient. Comme l'a fait remarquer un historien, vos chances de succès au tribunal dépendent largement de votre statut par rapport à l'accusé. Si vous étiez un esclave, les chances étaient encore plus minces, de même que si vous êtes un non-citoyen. Mais même si vous êtes citoyen, vous faites partie de ce que l'on appelait les humiliors, la classe inférieure, et non de la classe supérieure, les honestiors. Vous êtes alors renvoyé devant les tribunaux civils et reconnu coupable d'avoir provoqué des violences et d'avoir attisé le mécontentement de la population. Dans la Rome antique, il n'y avait pas de prison de longue durée pour les criminels. Comme les historiens aiment à le dire, la justice était rapide. De plus, vous pouviez légalement être torturé avant d'avouer. C'était une bonne chose aux yeux de l'État, même si cette pratique n'était généralement utilisée que pour les crimes les plus graves. En bref, s'il s'agissait d'un crime violent assez grave, vous aviez de la chance d'être fouetté. Pour le même crime, un non-citoyen pouvait se retrouver à travailler à mort dans l'une des mines ou des carrières, damnatio in metallo. Il s'agissait d'une condamnation à mort, au sens littéral du terme. Il s'agissait d'une condamnation à mort, lente et douloureuse. Si, au cours de l'émeute, un incendie se déclarait et que quelqu'un mourait et que vous en étiez responsable, vous pouviez vous attendre au pire. Dans la Rome antique, cela pouvait être brutal. Il pouvait s'agir d'une simple décapitation, mais selon la personne que vous agaciez, vous pouviez être brûlé, enterré vivant, jeté du haut d'une falaise, crucifié, empalé ou même attaché dans un sac avec un serpent, un coq et un chien, et jeté dans une rivière. En tant que membre des classes inférieures, vous pouviez également être contraint de vous battre dans l'arène, damnatio, ad gladium ou ferum. Cela craignait vraiment. Comme nous l'avons dit au début, les gladiateurs de la Rome antique pouvaient être des volontaires qui essayaient de rembourser leurs dettes. Ils pouvaient aussi être des esclaves ou des personnes ayant commis un crime grave. Quoi qu'il en soit, il faut regarder au-delà d'Hollywood et imaginer ce que l'on pouvait ressentir en se battant pour sa vie contre un autre gladiateur, ou même contre des animaux sauvages. Et nous ne parlons pas ici de lapins ou d'oies. La damnatio ad gladium était un type de combat particulier, car dans ce cas, vous n'aviez aucune chance de gagner. Et nous disons bien aucune. Il s'agissait d'une condamnation à mourir par l'épée. C'était un châtiment souvent réservé aux esclaves, mais comme vous êtes une menace pour la société, vous êtes condamné à mourir. L'homme d'État et philosophe Sénèque avait un dégoût particulier pour cette peine. Il a écrit qu'un jour, il s'est rendu dans l'arène en s'attendant à assister à des jeux, mais qu'au lieu de cela, il a trouvé un bain de sang et la mort. Il dit à propos des condamnés, « Ils n'ont rien pour se protéger, puisque tout leur corps est exposé au coup. Ils ne frappent jamais sans résultat. » La damnatio ad bestias, la condamnation aux bêtes, était similaire. Sénèque écrit, « Le matin, ils jettent les humains devant les lions et les ours. » C'est ce qui arrivait souvent aux criminels des classes inférieures, surtout s'ils avaient commis le crime d'enlèvement, de contrefaçon ou, comme vous, de soulèvement. En outre, après la mort, les biens du défunt étaient confisqués et aucun testament ne pouvait être rédigé. C'était la justice romaine la plus dure qui soit. Mais parfois, la plèbe aimait voir les condamnés se faire tailler en pièces par les griffes d'un lion, d'un tigre, d'un léopard, ou d'une hyène venue d'Afrique du Nord, ou encore d'un ours brun ou d'un loup venu d'autres régions d'Europe. Parfois, il n'y avait pas de combat et le condamné était simplement écrasé par un éléphant ou donné en pâture à un crocodile. C'était une justice brutale, mais les criminels avaient parfois la possibilité de se battre pour leur liberté après avoir reçu une bonne formation dans une école de gladiateurs. Ce châtiment était connu sous le nom de damnatio ad ludos, c'est-à-dire condamné au jeu. Avec environ 400 amphithéâtres répartis dans tout l'Empire, les jeux étaient nombreux. Il s'agissait également d'événements de grande envergure, parfois annoncés comme nous le faisons pour les films, mais avec des peintures géantes sur les murs représentant les gladiateurs ou les animaux exotiques. Malgré ce que vous avez pu voir, les combats entre gladiateurs professionnels n'étaient pas toujours des combats à mort. En fait, le taux de mortalité pouvait être de 20 à 25% lors de ces échanges d'adresses et de forces très divertissants. Parfois, un homme pouvait se battre pour vivre un jour de plus, puis se battre à nouveau. Et peut-être qu'une fois, le sponsor des jeux lui remettait une épée en bois, rudie, à la fin du combat, ce qui signifiait qu'il retrouvait sa liberté.
L'idée du pouce vers le bas était également réelle. Il arrivait qu'un combattant blessé lève un doigt en signe de soumission et qu'un arbitre arrête le match. Ensuite, le rédacteur en chef, parfois l'empereur, mesurait les sentiments de la foule et donnait un pouce vers le bas pour la mort, ou 2 doigts pour la clémence. Si le blessé s'est bien battu, il est souvent épargné dans le cadre des jeux, et non dans celui de la peine de mort, où il est toujours achevé. Dans ce cas, même si, sans épée ni armure, il parvenait à battre l'autre homme, un autre gladiateur intervenait et terminait le travail. Les jeux étaient-ils truqués ? Il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais il serait insensé de penser qu'ils n'ont jamais été truqués au cours de toutes ces années. Une fois, un homme dans la foule a hué et crié à propos d'un trucage, et l'empereur Domitien l'a fait emmener dans l'arène et l'a fait déchiqueter par une bande de chiens sauvages affamés. Il était probablement préférable de garder ses soupçons pour soi, ce qui, nous l'imaginons, serait difficile pour beaucoup d'entre vous, commentateurs de YouTube au franc-parler. Compte tenu du taux d'incarcération élevé dans de nombreux pays et du fait qu'une grande partie de la population mondiale a déjà commis des actes pouvant potentiellement les conduire en prison, il ne serait pas exagéré de dire que bon nombre de nos téléspectateurs ont peut-être été confrontés à ce sport sanguinaire à l'époque de l'Empire romain. Voilà une autre raison pour laquelle vous n'auriez pas fait long feu à l'époque, ou du moins si nous vous renvoyions maintenant et que vous ne changiez pas vos habitudes. Et si tu tombais malade à l'époque ? Dans la dernière partie de l'Empire, les Romains ont fait des choses étonnantes en termes de découvertes médicales. Des gens comme Galien ont fait de nombreuses percées en médecine. Si vous étiez malade, on vous disait peut-être de vous reposer ou de faire plus d'exercice. Et si vous aviez la chance de voir un médecin, il vous disait peut-être que vous aviez un déséquilibre de l'une des 4 humeurs. Il s'agit de la bile noire, de la bile jaune, du sang et du flegme. En cas de déséquilibre, la théorie voulait que vous soyez physiquement malade ou mentalement déprimé. Par conséquent, si vous souffrez de maux de tête constants ou de douleurs chroniques à l'estomac, votre traitement consistera probablement à purger l'humeur surabondante qui en est responsable. Cela pouvait se traduire par des saignées ou des vomissements forcés. L'encyclopédiste Cels conseillait « Pour faire vomir quelqu'un qui se lève le matin, il faut d'abord qu'il boive du miel ou de l'hysope dans du vin, ou qu'il mange un radis, puis qu'il boive de l'eau tiède. En général, en cas de maladie grave, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est espérer que le système immunitaire, que personne ne connaissait, bien sûr, vienne à la rescousse. Avec les progrès de la médecine dans l'Empire, on pratiquait des opérations chirurgicales rudimentaires, comme les amputations, mais il n'y avait pas d'anesthésique. L'opium était parfois administré, mais il n'était pas vraiment efficace pour soulager la douleur lors de l'ablation d'un morceau de corps. Si vous étiez atteint d'une maladie, par exemple d'un virus, on l'attribuait à des créatures minuscules, trop petites pour être vues à l'œil nu. C'était assez proche de la vérité, mais une autre personne aurait pu vous dire que les étoiles vous avaient donné la maladie. Il y avait beaucoup de théories et de traitements médicaux farfelus à l'époque. Si vous aviez des verrues, on vous aurait peut-être dit d'appliquer de la bouse de vache brûlée, du caca de souris ou de la graisse de cygne sur la zone affectée. Si vous souffriez de maux de tête chroniques, on vous a peut-être conseillé d'appliquer les organes génitaux d'un renard sur votre tête. Pour l'épilepsie, on vous a peut-être dit de boire le sang d'un gladiateur, de manger de la cervelle de chameau trempée dans du vinaigre, ou de consommer de l'eau contenant les organes génitaux d'un ours. On vous a peut-être aussi dit que vous étiez possédé par une puissance supérieure. Vous l'aurez compris, tomber malade à l'époque romaine n'était pas une sinécure. En ce qui concerne le régime alimentaire, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les Romains les plus riches avaient un régime beaucoup plus varié que les pauvres, avec notamment beaucoup de viande. Les très pauvres pouvaient subsister en mangeant beaucoup de bouillie, appelée pulse, mais la plupart des gens pouvaient mettre la main sur des fruits et des légumes, et bien sûr, sur le pain, le plat préféré des Romains. Ceux qui avaient plus d'argent mangeaient des choses telles que des langues de flamand rose, ou encore des loirs. Il semble qu'ils mangeaient aussi beaucoup de viande et de poissons mal cuits, puisque les chercheurs affirment que de très nombreux Romains avaient des problèmes de parasites. Le partage de nettoyeurs de fesses n'a pas aidé non plus. Les riches mangeaient aussi du caca, ou du moins de la bouse de vache. Ils pensaient qu'une fois bouillie et mélangée à du vinaigre, elle pouvait être ajoutée à de l'eau et que la boisson apportait un regain d'énergie. Beaucoup recueillaient leur propre urine, car lorsqu'elle se dissout en ammoniac,
Elle permet de conserver la blancheur des vêtements et des dents. Les gens ordinaires n'auraient pas eu le temps de se préoccuper de la blancheur de leurs dents. Ils auraient été plus préoccupés par leur prochain repas et peut-être par l'alimentation de leur nouveau-né. Un bébé qui, dans le pire des cas, aurait été jeté dans la rue dans l'espoir que quelqu'un le prenne comme esclave. N'oublions pas non plus que le père et la mère de ce bébé étaient peut-être au début de l'adolescence et qu'il y avait un risque réel que la mère meure pendant l'accouchement. Avant cela, on aurait pu lui donner du caca de porc en poudre à boire avec de l'eau pour soulager les douleurs de l'accouchement. Si la douleur devenait trop forte, quelqu'un aurait pu placer sur elle le pied droit d'une hyène. Nous n'avons pas la moindre idée de la façon dont ils ont imaginé cela. Alors que ces enfants étaient considérés comme des adultes à ce stade, même à l'âge de 12 ans, ils étaient censés avoir cessé de jouer avec des jouets et devaient désormais s'acquitter de tâches sérieuses. Après l'âge de 8 ans, les enfants étaient considérés comme assez grands pour assumer des responsabilités. La récréation était terminée. L'enfance était dure, mais compte tenu de la difficulté de la traverser avec toutes les maladies que l'on pouvait contracter, l'âge adulte était une bénédiction, en particulier pour les pauvres. En somme, la vie était dure pour les pauvres, tout comme elle l'est aujourd'hui. Mais la Rome antique présentait de nombreux aspects positifs. Nous les garderons pour un autre jour. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.